Bienvenue dans ce cours sur l'intelligence artificielle dans la prise en charge du diabète. Au cours des 8 prochaines leçons, nous verrons comment l'IA est en train de transformer la façon dont nous prédisons les niveaux de glycémie, dosons l'insuline, dépistons les complications et gérons notre charge de travail clinique au quotidien. Mais avant d'aborder les applications, il faut construire un cadre de référence commun. Parce que quand quelqu'un dit « cet appareil utilise l'IA », en réalité, vous ne savez presque rien à ce stade. Vous devez savoir de quel type d'IA il s'agit, quelles données elle utilise, quelles tâches elle accomplit, et dans quelle mesure on peut lui faire confiance. C'est exactement l'objet de cette première leçon. À la fin, vous aurez une carte mentale pratique que vous pourrez appliquer à toute affirmation sur l'IA que vous croiserez. Dans une présentation en conférence, une brochure de produits ou un patient qui vous demande des renseignements sur son appareil. L'IA n'est pas une seule chose. La première chose à comprendre, c'est que l'IA est un terme générique. Il recouvre une très vaste gamme d'approches, des simples systèmes fondés sur des règles aux réseaux neuronaux complexes. Regardez le schéma à droite. Vous pouvez voir que l'apprentissage automatique est un sous-ensemble de l'IA. L'apprentissage profond est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique. L'IA générative se situe au sein de l'apprentissage profond. Et les grands modèles de langage, ou LLM, sont un type particulier d'IA générative. Le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur sont des branches séparées qui se recoupent avec plusieurs de ces catégories. Cette imbrication est importante, car elle signifie que ces termes ne sont pas des alternatives les uns aux autres. Ce sont des niveaux de description. Un système peut relever à la fois de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et de l'IA générative. Donc la première question à se poser, c'est toujours « De quel type d'IA parle-t-on réellement ?» La distinction la plus importante sur le plan clinique ne se fait pas entre l'IA et la non-IA. Elle se fait entre les systèmes qui suivent des règles explicites et les systèmes qui apprennent à partir des données. Les systèmes à base de règles suivent une logique que des humains ont programmée à l'avance. Un bon exemple est l'alerte prédictive d'hypoglycémie présente sur la plupart des CGM. Le système calcule, si la glycémie baisse à ce rythme, elle franchira le seuil dans 20 minutes, déclencher une alerte. Les règles sont claires, le résultat est prévisible, et vous pouvez comprendre exactement pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Les systèmes pilotés par les données, aussi appelés apprentissage automatique, apprennent des motifs à partir de grands ensembles de données sans qu'on leur dise explicitement quelles sont les règles. Au lieu qu'un clinicien écrive « si la glycémie baisse de 2 mg par décilitre par minute, alors alerte », le système analyse des milliers de tracés de CGM et découvre tout seul quels motifs prédisent une hypoglycémie. Comme vous pouvez le voir sur la figure, passer d'approches à base de règles à des modèles d'IA plus complexes augmente généralement la précision des prédictions, mais réduit la facilité d'interprétation du modèle. Une forêt aléatoire est plus difficile à expliquer qu'un arbre de décision. Un réseau neuronal profond est plus difficile à expliquer qu'une forêt aléatoire. Ce compromis entre précision et transparence, vous le rencontrerez à répétition en IA clinique. Les deux approches ont de la valeur. Les systèmes à base de règles sont transparents et faciles à valider. Les systèmes pilotés par les données peuvent repérer des motifs complexes qu'aucun humain n'aurait programmés. Beaucoup de systèmes réels combinent les deux, et c'est particulièrement vrai pour les systèmes d'administration d'insuline en boucle fermée. C'est précisément pour cela que la question « Les systèmes en boucle fermée sont-ils de l'IA ?» n'a pas de réponse simple par oui ou par non. Comme vous pouvez le voir sur la figure, les systèmes actuels en boucle fermée se situent à l'intersection de plusieurs approches. L'ingénierie du contrôle, les algorithmes fondés sur des règles, les méthodes bayésiennes et, dans certains systèmes de recherche, l'apprentissage automatique. La réponse dépend entièrement de la définition de l'IA que vous utilisez. Dans l'apprentissage automatique, il existe 3 grandes façons pour un système d'apprendre. L'apprentissage supervisé signifie que le système apprend à partir d'exemples étiquetés. Pour le dépistage de la rétinopathie, vous montrez au modèle des milliers de photos du fond d'œil, chacune étiquetée comme rétinopathie présente ou absente, et il apprend quel motif visuel compte. Pour la prévision de la glycémie, vous lui montrez des courbes de MGC associées aux valeurs réelles de glucose observées ensuite, et il apprend à prédire à l'avance.
L'apprentissage non supervisé signifie que le système trouve une structure sans qu'on lui dise quoi chercher. En recherche sur le diabète, on l'utilise pour découvrir des sous-groupes de patients, par exemple en identifiant des clusters de patients atteints de diabète de type 2 avec des profils glycémiques similaires qui pourraient réagir différemment au traitement. L'apprentissage par renforcement signifie que le système apprend par essai et retour. Un algorithme essaie différentes doses d'insuline, reçoit un signal indiquant si la glycémie est restée dans la plage cible et apprend progressivement une meilleure stratégie. Cette approche est explorée dans des systèmes expérimentaux en boucle fermée. Une clarification importante avant de continuer. L'apprentissage profond n'est pas un quatrième type d'apprentissage automatique. L'apprentissage profond consiste à utiliser des réseaux de neurones avec de nombreuses couches. Et cette architecture peut s'appliquer à n'importe lequel des 3 types d'apprentissage dont on a parlé. Il existe plusieurs types d'architecture de réseaux de neurones, et elles sont adaptées à différents types de données. Les réseaux de neurones convolutifs, ou CNN, sont conçus pour les images. Ils constituent la base du dépistage de la rétinopathie par IA et de la reconnaissance de photos de repas. Les réseaux de neurones récurrents, dont les LSTM, sont conçus pour des données séquentielles au fil du temps. Une courbe de glucose de CGM en est un parfait exemple. Le modèle doit se souvenir de ce qui s'est passé au cours des 30 ou 60 dernières minutes pour prédire ce qui va suivre. C'est ainsi que fonctionne la fonctionnalité Accu-Check Smart Guide Glucose Predict. Un réseau de neurones récurrents entraîné sur 3 grands ensembles de données de CGM qui produit une prévision de glucose sur 2 heures. Les transformateurs sont l'architecture qui sous-tend les grands modèles de langage. Ils utilisent un mécanisme appelé attention pour comprendre les relations entre les mots ou les points de données, quelle que soit la distance qui les sépare dans une séquence. Le message clé ici, c'est que l'architecture, la façon dont le modèle est construit, est un axe distinct de la méthode d'apprentissage, la façon dont le modèle est entraîné. Connaître les deux vous donne une vision bien plus complète de ce que fait réellement un système. En plus de savoir comment un modèle apprend, il faut aussi savoir ce qu'il fait. L'IA prédictive classe ou prédit, le risque d'hypoglycémie, la trajectoire de la glycémie, le grade de rétinopathie. L'IA générative crée de nouveaux contenus, texte, résumé, images. Les grands modèles de langage comme ChatGPT en sont l'exemple le plus connu. Ils sont utiles en prise en charge du diabète pour la documentation, la communication avec les patients et l'aide à la décision clinique, que nous aborderons dans la leçon 2. Les systèmes de contrôle pilotent activement un processus, comme l'administration d'insuline en boucle fermée. Ce n'est pas la même chose que l'IA prédictive, ni la même chose que l'IA générative. Ils constituent une catégorie à part. Vous entendez peut-être de plus en plus parler d'agent d'IA ou d'IA agentique. Il s'agit d'un nouveau concept important. Un outil d'IA classique répond à une seule question à la fois. Vous posez une question, il répond, puis il s'arrête. Un agent d'IA, c'est différent. Vous lui donnez un objectif et il planifie et exécute une série d'étapes pour atteindre cet objectif, de façon autonome. Il peut récupérer des données, consulter des directives, résumer les résultats et livrer un résultat, le tout sans que vous ayez à le guider étape par étape. Dans la prise en charge du diabète, vous pourriez imaginer un agent qui, à partir du nom d'un patient avant une consultation, récupère automatiquement les dernières données de CGM, vérifie les résultats de laboratoires récents, identifie les recommandations pertinentes des lignes directrices et prépare un résumé structuré de la consultation. Tout ça avant même que vous entriez dans la salle. Ce n'est pas encore la pratique courante dans les cliniques de diabète, mais c'est la direction dans laquelle l'IA clinique évolue. Et cela soulève d'importantes questions de supervision, de responsabilisation, et du moment où il est sécuritaire de laisser un système d'IA agir sans qu'un humain révise chaque étape. L'IA agentique n'est pas une méthode d'apprentissage à part, c'est une couche d'autonomie. Un agent peut utiliser en interne n'importe quelle combinaison d'outils d'IA. Un LLM pour le langage, un modèle prédictif pour le risque, un système de recherche pour les lignes directrices. Ce qui la rend agentique, c'est qu'elle prend l'initiative en plusieurs étapes pour atteindre un objectif. Un autre axe compte en pratique clinique, jusqu'à quel point le système agit-il de lui-même. D'un côté, l'IA se contente d'afficher des informations, un résumé des tendances d'un CGM, un score de risque.
le clinicien ou le patient prend encore toutes les décisions. Au milieu, l'IA recommande une suggestion de bolus, une recommandation de modification de traitement. Un humain l'examine et l'accepte ou la rejette. À l'autre extrémité, l'IA agit de manière autonome. Un système en boucle fermée qui ajuste l'insuline basale toutes les 5 minutes sans demander la permission. C'est important parce que le niveau d'autonomie détermine les exigences réglementaires, les normes de validation et la responsabilité clinique qui vous incombe en tant que clinicien prescripteur. Un scribe IA qui fait une erreur vous fait perdre du temps. Un système automatisé d'administration d'insuline qui fait une erreur peut nuire à votre patient. Une dernière distinction qu'il vaut la peine de connaître. Le modèle change-t-il après avoir été validé? Un modèle verrouillé est figé après approbation. Il se comporte de la même façon à chaque fois, ce qui le rend plus facile à tester et à encadrer sur le plan réglementaire. La plupart des dispositifs commerciaux pour le diabète utilisent des modèles verrouillés. Un modèle adaptatif continue d'apprendre ou de s'ajuster pendant l'utilisation. CAMAPS-FX, par exemple, utilise l'adaptation bayésienne pour personnaliser son algorithme à chaque personne au fil du temps. Cela peut améliorer les performances, mais cela rend aussi la validation plus complexe, parce que le système que vous avez validé au lancement n'est pas exactement le même que celui que votre patient utilise 6 mois plus tard. Vous entendrez parfois des termes comme l'intelligence artificielle générale ou IAG et la superintelligence artificielle dans les discussions des médias sur l'IA. Il est utile de savoir où nous nous situons réellement sur ce spectre. Nous sommes clairement dans l'ère de l'intelligence artificielle étroite, ou IAE. Tous les systèmes d'IA que vous rencontrerez aujourd'hui en pratique clinique, y compris l'algorithme en boucle fermée le plus sophistiqué ou le LLM le plus performant, relèvent de l'IA étroite. Ils sont très bons pour un type de tâche bien précis, et ils ne peuvent pas transférer cette capacité à des tâches sans rapport. L'IAG, un système aussi capable qu'un humain dans tous les domaines cognitifs, n'existe pas encore. L'IAS, un système qui dépasse l'intelligence humaine dans tous les domaines, reste spéculative. Ce sont des concepts importants pour suivre le débat public sur l'IA, mais ils ne correspondent pas à la réalité clinique actuelle. En pratique clinique, la question pertinente n'est pas « à quel point est-ce proche de l'AGI ?» C'est plutôt « quelle tâche précise cette IA étroite effectue-t-elle et à quel point l'effectue-t-elle bien dans ma population de patients ?» Chaque fois que vous tombez sur une affirmation au sujet de l'IA, posez-vous ces questions. Est-ce basé sur des règles, pilotées par les données, ou hybride? De quelles données apprend-il et dans quelle population de patients? Qu'est-ce que ça produit? Une prédiction, une recommandation ou une action directe? Comment a-t-il été évalué, sensibilité et spécificité pour des résultats binaires, RMSE ou grille d'erreur de Clark pour des prédictions continues de glycémie? Quel est son degré d'autonomie? Un humain reste-t-il dans la boucle? Est-il figé après validation ou continue-t-il d'apprendre après le déploiement? Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur en IA pour poser ces questions, mais les poser vous aidera à évaluer n'importe quel système avec la même rigueur que celle que vous appliqueriez à un essai clinique. Dans les leçons qui suivent, nous allons appliquer ce cadre à des applications concrètes du diabète. La leçon 2 porte sur les grands modèles de langage, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire en pratique clinique et comment les utiliser de façon responsable. La leçon 3 se concentre sur l'IA pour la prévision de la glycémie, y compris les algorithmes précis derrière les alertes prédictives et la prédiction de la courbe glycémique. La leçon 4 traite de l'IA dans l'ajustement des doses d'insuline, des calculateurs de bolus jusqu'au système entièrement en boucle fermée. La leçon 5 examine l'IA pour l'estimation des glucides et le comptage des glucides. Là où les outils actuels peuvent réellement aider à estimer les glucides, là où ils échouent, notamment pour les repas mixtes et les cuisines sous-représentées, et pourquoi de rares erreurs extrêmes les rendent dangereuses si elles servent de seule base au calcul de bolus. La leçon 6 traite de l'IA pour le dépistage des complications, en particulier la rétinopathie et l'évaluation du pied. Et la leçon 7 aborde l'éthique, la gouvernance et la mise en œuvre sécuritaire de l'IA dans votre milieu clinique. Chaque leçon est conçue pour être pratique. L'objectif n'est pas de faire de vous un expert en IA. Il est de s'assurer que vous pouvez utiliser, évaluer et promouvoir des outils d'IA de façon sûre et en toute confiance.
Allons-y.